Amis des contes, bonjour à vous. La petite sirène. Dans ce conte, une princesse sous-marine sauve un prince humain d'un naufrage. Elle en tombe amoureuse. Pour être avec lui, elle passe un pacte un peu costaud. Elle accepte le silence, la douleur, l'effacement. Et attention, c'est moche, parce qu'au final, le prince, lui, épousera une autre. Et elle finira par se dissoudre en écume. Alors on est assez loin du crabe qui chante sous l'océan. Vous l'avez compris, on va revenir au texte original. Et on va essayer de comprendre ce que raconte vraiment cette histoire étrange. Est-ce une histoire d'amour ou un conte sur le désir d'exister autrement? Parce que selon la réponse, on ne raconte pas du tout la même histoire. Revenons en 1837, Hans Christian Andersen publie La Petite Sirène. Pas un conte collecté dans les campagnes, un texte signé, écrit, assumé. On n'est pas dans du folklore transmis, mais dans une œuvre pensée. Ça ne veut pas dire qu'Andersen invente tout. Il s'inscrit dans une tradition plus ancienne, celle des esprits de l'eau, et notamment d'un récit très proche, Ondine, publié en 1811. Mais là où ces histoires racontaient déjà des créatures qui veulent devenir humaines, Andersen, lui, en change complètement le sens. L'histoire commence sous l'eau. La petite sirène est la plus jeune fille du roi des mers. Elle vit dans un palais sous-marin entouré de ses sœurs, élevée par sa grand-mère. Ce n'est pas un cachot humide avec des algues moches qui sentent bizarre. Non, c'est beau, structuré, raffiné, version Atlantide de luxe. À 15 ans, âge officiel autorisé pour monter à la surface, règlement intérieur oblige, elle découvre enfin le monde des humains. Et là, elle voit le prince. Waouh! Il a l'air sympa, il danse, il est humain. Et il est beau. Alors oui, si on est honnête, le point de départ est extrêmement simple. Elle le voit une fois, elle ne lui parle pas, le coup de foudre est visuel. Puis tempête, naufrage, panique générale, elle le sauve, le ramène sur le rivage, elle le regarde reprendre connaissance et elle disparaît. Lui ne saura jamais que c'est elle en revanche ne pensera plus qu'à lui. De retour sous l'eau, elle pose une question qui va tout déclencher. Qu'est-ce qui différencie vraiment les humains des sirènes? Sa grand-mère lui répond, les humains ont une âme immortelle. Les sirènes vivent 300 ans à 2-3 écailles près, puis se transforment en écume. À partir de là, la mécanique est lancée. Elle consulte la sorcière des mers qui accepte de lui donner des jambes humaines en échange de sa voix. Schlac! On lui coupe la langue, définitivement. En bonus, chaque pas sur Terre lui donnera l'impression de marcher sur des lames tranchantes. Et pour finir, si le prince épouse une autre femme, elle mourra à l'aube suivante. Contrat net, carré, une offre tellement alléchante, évidemment elle accepte. Sur Terre, le prince la recueille, il la trouve douce, gracieuse, charmante. Il aime sa présence, mais, et c'est crucial, il ne la voit pas comme une femme qu'il pourrait aimer. Il la traite avec affection, un peu comme on traiterait un animal extrêmement attachant, ou une petite sœur très silencieuse. Il l'aime bien quoi, mais on est loin du crush. Il finit donc par épouser une autre princesse, persuadé que c'est elle qui l'a sauvé du naufrage. La nuit du mariage, les sœurs de la sirène surgissent pour l'aider. Elles ont quand même sacrifié leurs cheveux et ça, c'est pas rien. Le conte rappelle que cette tragédie n'est pas seulement individuelle. Toute la famille paie aussi le prix du passage. Mais rien n'y fait. Au lever du soleil, elle se jette à la mer, résignée à se transformer en écume. La tristitude au max. Et maintenant, on peut commencer à se demander qu'est-ce qui pousse quelqu'un à accepter un marché pareil. À ce stade, une question s'impose. Est-ce que tout ça, franchement, ça vaut le coup pour un garçon aperçu 3 minutes sur un bateau? Parce que si on en reste au niveau elle l'a trouvé mignon, le pacte avec la sorcière devient quand même un peu excessif, n'est-il pas? Donc soit elle exagère, soit il se passe autre chose. Et c'est là que le conte bascule. Le véritable tournant se n'est pas le sauvetage du prince, et non, c'est la révélation de l'âme immortelle. Le moment où elle comprend qu'elle est condamnée à disparaître. Pas mourir, disparaître. Malgré ses 300 ans d'existence confortable. Et là, tout change. On ne parle plus d'amour, on parle d'existence. Alors, un peu de contexte. Andersen écrit dans un Danemark profondément marqué par le christianisme luthérien. Dans cette vision du monde, l'âme, c'est ce qui survit après la mort, ce qui permet d'exister éternellement, d'être sauvé. Et les sirènes, elles n'en ont pas. Donc quand elle comprend ça, ce n'est pas une petite déception, c'est un énorme dos en mode mouse costaud. Elle ne veut plus seulement aimer, elle refuse de disparaître. Bruno Bettelheim propose une autre lecture. Pour lui, la mer représente un monde clos, protégé, presque enfantin. La terre ferme, c'est le monde du risque, du désir, de la maturité. Dans cette perspective, la quête de l'âme devient une manière de parler de croissance, quitter la sécurité pour accéder à quelque chose de plus complexe. Mais toutes ces lectures convergent. Ce n'est pas une simple histoire d'amour, c'est une histoire de transformation. La sirène ne part pas parce qu'elle est maltraitée, elle ne fuit rien, elle est aimée, protégée, entourée. Mais ça ne lui suffit pas. Elle a tout sauf le sentiment d'être complète. Et c'est là que le prince change de rôle. Il n'est plus seulement le beau gosse de service, il devient la passerelle. Elle ne veut pas seulement être aimée par lui, elle veut devenir comme lui. Elle veut changer de condition. Et à partir du moment où le désir porte sur l'être, pas seulement sur l'amour, le prix peut devenir extrême.
Certains vont même plus loin dans la réflexion, ils voient dans cette histoire quelque chose de très personnel. Plusieurs lecteurs ont vu dans la sirène une figure d'outsider affectif, quelqu'un qui aime sans retour, qui veut entrer dans un monde qui n'est pas fait pour lui, et qui paie très cher ce passage. Et quand on regarde la vie d'Henderson, ce n'est pas si étonnant. Henderson a lui-même connu des amours non réciproques et a longtemps eu le sentiment d'être en décalage, toujours entre deux mondes sans appartenir complètement à l'un ou l'autre. Jusqu'ici, on pourrait encore se dire, bon, elle veut changer de vie, elle prend un risque, classique. Mais Henderson ne se contente pas d'un petit sacrifice symbolique. La sorcière ne lui demande pas un souvenir, pas un objet précieux, pas une promesse, elle lui prend sa voix. Plusieurs analyses féministes ont insisté sur ce point. Perdre la voix, c'est perdre la capacité de se raconter, de se défendre, d'exister comme sujet. Elle ne pourra jamais dire au prince « c'est moi qui t'ai sauvé ». Elle ne pourra jamais expliquer, jamais corriger le malentendu. Elle est condamnée au silence. Mais Henderson ne s'arrête pas là. Chaque pas qu'elle fait sur Terre est une douleur constante. Il y revient plusieurs fois. Certains chercheurs parlent même d'un corps en négociation. Un corps qui se transforme pour correspondre à un autre monde, mais qui en paie le prix à chaque instant. D'autres y voient une dimension spirituelle, la souffrance comme passage, comme épreuve. Mais il y a plus troublant comme analyse, l'idée qu'il faudrait souffrir pour mériter une place ailleurs. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve encore aujourd'hui, dans les injonctions à se transformer pour être accepté, dans la pression à correspondre à des normes physiques, sociales, professionnelles, l'idée que pour appartenir, il faudrait d'abord s'adapter, quitte à se faire mal. Et c'est là que le débat devient intéressant. Est-elle victime d'un système qui exige son effacement, ou est-elle au contraire l'actrice d'un choix radical qu'elle assume pleinement ? Elle choisit la douleur, personne ne l'y oblige, le pacte est explicite, elle sait exactement ce que ça va coûter. Le texte ne la présente jamais comme manipulée ou contrainte, mais il ne tranche pas non plus, et c'est important. Le texte ne nous donne pas de réponse toute faite, il montre ce coût, et il ne nous dit pas comment le juger. Et il y a un autre détail important, la danse. Malgré la douleur, elle danse merveilleusement bien, son corps devient un spectacle. Elle est admirée pour sa grâce au moment même où elle est en train de se déchirer intérieurement. Et là, on touche quelque chose d'universel, la distance entre ce qu'on montre et ce qu'on endure. Dans la structure classique du conte européen, le sacrifice sincère est normalement compensé. Ici, elle l'a dans le baba. Dans le texte, c'est très clair, il ne pourra jamais aimer personne autant que la jeune femme qu'il croit l'avoir sauvée. La place est déjà prise, c'est ballot quand même. Et surtout, il ne la voit pas comme une partenaire possible. Elle est indispensable, mais elle n'est pas choisie. Beaucoup d'analyses contemporaines insistent sur ça. Le drame ne vient pas d'un méchant, parce que le conte ne présente pas le prince comme un sale type. Il n'est ni cruel ni manipulateur, il est simplement aveugle. Il ne comprend pas. Et le plus tragique, c'est que le malentendu est irréversible. Ce n'est pas seulement un amour non réciproque, c'est un amour impossible à exprimer. Résultat des courses, le prince épouse une autre femme. La sirène danse au mariage de l'homme qu'elle aime, en souffrant à chaque pas, en sachant qu'à l'aube, elle mourra. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas sur une bonne journée là. À ce moment-là, le conte propose une dernière possibilité. Les sœurs lui apportent un couteau. Si elle tue le prince, elle survivra. Elle pourrait, mais elle renonce. Pourquoi ? Les avis divergent. Certains y voient une preuve d'amour absolu, elle préfère mourir plutôt que lui faire du mal. D'autres y voient une cohérence morale, elle refuse de devenir destructrice pour survivre. Mais une chose est sûre, elle choisit. Et ça finit mal pour elle. Quand elle se jette à la mer, on pourrait croire que l'histoire est terminée. Eh ben non, Henderson ajoute encore un mouvement. Elle ne meurt pas tout à fait, elle devient une fille de l'air. Un esprit invisible, ni humaine, ni sirène. Elle entre dans une sorte d'entre-deux. Les filles de l'air lui expliquent qu'elle pourra, au bout de 300 ans de bonnes actions, obtenir une âme immortelle. 300 ans, le temps d'une vie entière de sirène, on n'est pas sur un CDD de 3 mois. Là, les interprétations divergent. Certains chercheurs insistent sur la dimension religieuse très claire. On est dans une logique de salut différé. Dans le contexte du 19e siècle, c'est une idée centrale. L'âme ne s'obtient pas par le désir, mais par l'épreuve, la patience et la transformation morale. Dans cette lecture, la fin n'est pas une punition, mais non, c'est une forme d'espérance, bien sûr. Elle n'a pas obtenu l'amour, mais elle peut encore obtenir l'éternité. D'autres critiques trouvent cette fin beaucoup plus ambiguë, parce qu'au fond, elle n'a rien obtenu immédiatement. Elle n'a ni le prince, ni son ancien monde, ni une âme assurée, elle entre dans un sursis. Et c'est ça qui rend cette fin si étrange, parce qu'elle refuse la mécanique habituelle du conte. Ce n'est ni une récompense claire, ni une tragédie qui se referme, mais une sorte de transformation suspendue. Depuis le début, la sirène ne cesse de changer. Elle quitte l'eau pour la terre, la parole pour le silence, son corps pour un autre, et à la fin, elle quitte la matière pour l'air. Mais elle n'atteint jamais un état stable. Le conte ne dit pas « le sacrifice paie », il dit « le sacrifice transforme ». Si on prend un peu de recul, une chose devient évidente. Henderson n'invente pas la sirène, mais il la transforme radicalement. Il en change complètement la fonction. Dans l'Antiquité grecque, les sirènes ne sont pas des jeunes femmes amoureuses, ce sont des créatures dangereuses. Elles chantent, elles séduisent, elles attirent les marins pour les faire mourir. Leur pouvoir, c'est la voix, et cette voix tue. Dans l'Odyssée d'Homère, les sirènes y promettent la connaissance absolue, mais ce savoir est un piège. Leur voix attire,
pour détruire. Chez Andersen, tout est inversé. La sirène ne piège personne, elle sauve. Et surtout, elle perd sa voix. Là où le mythe antique mettait en scène une parole fatale, Andersen met en scène un silence fatal. Le danger ne vient plus du chant, mais de son absence. À partir de là, toutes les adaptations vont devoir faire un choix. Est-ce qu'on garde la quête d'âme, ou est-ce qu'on recentre sur la romance ? Plusieurs critiques ont résumé la différence ainsi. Chez Andersen, la sirène cherche une âme, dans les versions modernes, elle cherche un partenaire. Beaucoup de versions modernes suppriment la langue coupée, la douleur constante, le sacrifice des sœurs, les filles de l'air, l'attente de 300 ans. Pourquoi ? Parce que ces éléments rendent l'histoire instable, ambiguë, incommodante. A l'inverse, certaines adaptations contemporaines, films d'auteur, ballets, relectures plus sombres, reviennent à cette dimension. Elles réhabilitent la douleur, la métamorphose, l'entre-deux. Autrement dit, le mythe continue d'évoluer. Chaque époque réécrit la sirène à son image, et ça nous oblige à une question simple. Quand on dit la petite sirène, de qui parle-t-on exactement ? De la créature antique ? De l'héroïne spirituelle d'Andersen ? Ou de la princesse Disney ? Parce que selon la réponse, le sens du conte change complètement. Revenons un peu plus précisément sur la version de Disney. Là, c'est gros changement, 2 salles, 2 ambiances. Le film marque d'ailleurs le début de ce qu'on appelle la Renaissance Disney, période où le studio relance le grand conte musical romantique. Alors on garde la jeune sirène curieuse, le prince humain, la sorcière, la transformation. Mais on enlève beaucoup de choses. D'abord, la question de l'âme immortelle disparaît presque complètement. Dans le film, Ariel ne veut pas une âme, elle veut partir là-haut. Elle veut découvrir le monde humain. Et pour être juste, ce désir existe déjà avant le prince. Ariel est fascinée par le monde humain. Mais Disney transforme ce désir en aventure romantique, et en réussite. Le moteur devient l'émancipation, la curiosité, l'indépendance. Ensuite, la douleur disparaît. Dans le film, la transformation est spectaculaire, puis plutôt confortable. Pas de douleur, pas de sang, pas de langue coupée. Et surtout, la mécanique de l'amour change radicalement. Chez Andersen, le prince n'aime pas la sirène. Chez Disney, il tombe amoureux d'elle, et il l'a choisie. À la fin, mariage, petit four, dragée, gros gâteau, la totale. C'est une victoire, intégration réussie, transformation accomplie, c'est un renversement total. Alors pourquoi ce changement ? Parce que le conte original est profondément inconfortable. Il parle de silence, d'effacement, d'amour non réciproque, de transformation douloureuse, de spiritualité. Ce n'est pas exactement le cahier des charges d'un film familial des années 80, ça sent pas le succès au box-office tout ça. Disney adapte le récit à une logique plus rassurante, centrée sur l'épanouissement individuel, la réussite amoureuse et la réussite commerciale évidemment. On passe d'un conte sur le manque à un récit d'accomplissement. Et c'est là toute la différence. Disney clôt, Andersen suspend. Si cette histoire continue de nous parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'elle est triste, c'est parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond. La sirène ne cherche pas seulement à aimer, elle cherche à appartenir à un autre monde. Et pour ça, elle accepte de se transformer. Elle ne demande pas que le monde humain change pour elle change pour lui. Et ça, c'est une tension très actuelle. Est-ce qu'on doit changer pour s'intégrer ? Ou est-ce que c'est au monde de faire une place à ce qu'on est ? Et malgré tout ça, ça ne suffit pas. C'est peut-être pour ça que le conte résiste autant, il ne se laisse pas enfermer dans une seule lecture. Elle ne trouve jamais vraiment sa place, on retrouve ça dans beaucoup de parcours aujourd'hui. Changer de milieu social, d'identité professionnelle, changer de pays, changer de corps, et se retrouver entre deux mondes sans appartenir complètement à l'un ou à l'autre. Et c'est peut-être là que le conte devient profondément moderne, parce qu'il pose une question qu'on retrouve encore aujourd'hui. Faut-il se transformer pour être accepté ? Et jusqu'où ? Changer d'identité, s'adapter, se conformer, à quel moment est-ce qu'on cesse d'être soi ? Le conte ne donne pas de réponse, il ne dit pas « si tu te sacrifies assez, tu obtiendras ce que tu veux ». Il montre autre chose, changer a un prix. Et ce prix ne garantit rien. Et dans nos sociétés, le prix peut être invisible. Pression à performer, à correspondre, à lisser ce qu'on est pour entrer dans les cases. La petite sirène accepte de tout perdre pour être reconnue. Et pourtant, elle n'obtient pas ce qu'elle espérait. C'est dur, mais c'est précisément pour ça que ça nous reste en tête. Au fond, La Petite Sirène n'est ni une romance ratée, ni un conte moralisateur. C'est une histoire de transformation. La sirène change de corps, de monde, de statut. Et pourtant, elle ne trouve jamais vraiment sa place. Le conte ne promet pas que l'amour résout tout, il ne promet pas non plus que le sacrifice est récompensé. Il montre autre chose, que le désir de devenir autre peut être plus fort que tout, mais qu'il a un coût, et surtout que payer ce coût ne garantit rien. Et c'est peut-être pour ça que cette histoire continue de nous parler, parce qu'au fond, elle ne donne pas de réponse, elle laisse une question. Jusqu'où est-on prêt à aller pour appartenir à un monde qui ne nous a pas choisis ? Alors si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et surtout dites-moi en commentaire, préférez-vous la fin d'Andersen ou celle de Disney ? Est-ce que la sirène est une figure de sacrifice, de liberté ou d'inadéquation ? Et surtout, jusqu'où irez-vous, vous, pour appartenir à un autre monde ? Merci à vous, et on se retrouve très vite derrière les contes.